T'es décidé de vraiment changer. Alors commence par comprendre ton cortisol. Si tu cherches une vraie solution pour mieux gérer ton cortisol, reste bien jusqu'au bout de cette vidéo parce que je vais te partager quelque chose que je n'ai pas découvert ni dans un livre, ni dans une étude, ni dans une vidéo YouTube, je l'ai vécu sur moi. Je l'ai expérimenté pendant des mois et aujourd'hui je retrouve aussi ce même mécanisme chez plusieurs personnes que j'accompagne. J'ai traversé une période où le stress avait commencé à transformer mon physique, j'avais repris du gras. J'ai vu davantage de gras s'installer au niveau de mon ventre, j'ai connu une fatigue persistante. Mais surtout, j'ai senti un changement beaucoup plus profond à l'intérieur. J'avais moins confiance en moi. Mon estime de moi était beaucoup plus basse. Je me sentais désaxé, moins présent, beaucoup plus dans mon mental et beaucoup moins dans mon cœur. Et ce que j'ai découvert, c'est que pour moi, la vraie clé, c'était mon état interne. La manière dont je me parlais, l'identité à laquelle je m'accrochais, le besoin de tout contrôler, le regard des autres, le fait d'attendre constamment un résultat extérieur pour m'autoriser à être bien de l'intérieur. Et depuis, tu sais quoi? J'observe exactement la même chose chez certaines personnes que j'accompagne. Des gens qui arrivent avec du stress, de la fatigue, parfois même cette impression de porter tout le monde sauf eux-mêmes, et de toujours vouloir être reconnus, de ne jamais se sentir assez, de culpabiliser dès qu'ils pensent à eux. Et quand on commence à travailler là-dessus, il se passe quelque chose. Alors aujourd'hui, je vais te partager tout ce que j'ai découvert sur ce sujet, sur moi, mais aussi à travers de vraies histoires de personnes que j'accompagne réellement. Je vais évidemment préserver leur identité, mais je pense sincèrement que tu vas peut-être te reconnaître dans certaines d'entre elles. Et peut-être qu'à un moment, tu vas comprendre que ton stress ne vient pas uniquement que de ton travail, ni de tes responsabilités ou ton manque de temps. Peut-être qu'il vient aussi d'une lutte beaucoup plus profonde en ce que tu es réellement et qui tu crois devoir être. Et si c'est le cas, c'est là qu'on tient peut-être une partie de la solution. Le cortisol, il faut savoir, est hyperglycémiant. Il participe à augmenter la disponibilité du glucose et dans les situations d'excès chronique du cortisol, on peut retrouver de l'insulinorésistance, une augmentation compensatoire de l'insuline, des modifications de la répartition des graisses et notamment au niveau abdominal. Donc oui, ton état de stress peut avoir des conséquences très concrètes sur ton physique et sur ton métabolisme. Mais moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de remonter encore d'un étage. Parce que le cortisol, finalement, c'est déjà une réponse. Mais la vraie question, c'est qu'est-ce qui déclenche cette réponse? Eh bien, tu sais quoi? Il y a justement une étude expérimentale très intéressante publiée dans The Psychosomatic Medicine que je trouve fascinante. Des chercheurs ont étudié 81 personnes placées dans différentes situations de stress. Et lorsque leur performance était soumise à une menace d'évaluation sociale, donc leur image ou leur valeur aux yeux des autres pouvait être menacée, ils ont observé davantage de honte, une diminution de l'estime sociale de soi et une augmentation du cortisol. Alors bien sûr, ça ne veut évidemment pas dire que tout ton cortisol vient du regard des autres, mais ça montre quelque chose de très intéressant. La manière dont tu te sens évalué socialement peut être associée à une véritable réponse biologique du stress. Et maintenant, pose-toi cette question. Combien d'énergie dépenses-tu chaque jour à essayer d'être quelqu'un pour les autres? Et c'est précisément là qu'on arrive à quelque chose que j'appelle la double identité. Il y a quelque chose que j'observe énormément dans mes accompagnements. D'un côté, il y a la personne que tu sens profondément vouloir être, et de l'autre, il y a celle que tu as appris à être, celle qui s'est construite avec ton éducation, tes expériences, ton environnement, tes peurs, les attentes des autres, et tout ce que la société t'a progressivement appris sur ce qu'était qu'être quelqu'un de bien, quelqu'un qui réussit, quelqu'un qu'on aime ou quelqu'un qu'on respecte. Et parfois, tu crois que c'est toi qui penses. Tu crois que c'est ta voix dans ta tête. C'était forcément toi. Alors que dans cette vision, parfois, c'est pas forcément ton toi profond qui parle. C'est ton mental. Et attention, le mental n'est pas notre ennemi. On en a besoin. Mais notre cerveau est extrêmement fort pour apprendre, automatiser et revenir sur ce qu'il connaît, sans pour autant être quelque chose de juste pour toi. C'est pour ça qu'il y a des moments où, au fond de toi, tu sais qu'il faut poser des limites et tu sais qu'il faut davantage penser à toi. Tu sais qu'il faut arrêter de chercher constamment l'approbation des autres et tu sais que quelque chose doit changer. Et pourtant, quelques heures ou quelques jours plus tard, ton mental commence à négocier avec toi. Oui, mais qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Et si je déçois? Et si je me trompe? Et si on me comprend plus? Et si? Et si? Et progressivement, tu peux retourner exactement dans le schéma dont tu étais en train de sortir. C'est-à-dire quand être trop généreux finit par vouloir dire s'oublier. J'accompagne justement une personne qui a énormément construit son identité autour des autres. Donner, aider, être présent, être généreux, porter son énergie vers les autres. Et attention, hein, être généreux pour moi, c'est magnifique. Le problème commence lorsque tu sais donner énormément aux autres, mais que pour toi, eh bien, tu t'accordes pas la même énergie de donner la même chose. Tout devient beaucoup plus compliqué quand il s'agit de toi. Alors à un moment, je me pose une question très simple. Pourquoi les autres mériteraient-ils toute ton énergie et pas toi?
Pourquoi investir pour quelqu'un que tu aimes te semble évident, mais investir cette même énergie, pour toi, ça te provoque un débat intérieur. Et lorsqu'on creuse, on peut parfois découvrir quelque chose derrière cette générosité. Le besoin d'être reconnu pour ce que l'on fait et pas pour ce que l'on est. Parce que certains d'entre nous ont appris pendant très longtemps que pour être apprécié, il fallait beaucoup faire. Il fallait rendre service, être gentil, ne pas décevoir, être disponible. Et progressivement, ta valeur finit par être associée non plus à qui tu es, mais à ce que tu apportes. Alors le jour où quelqu'un ne reconnaît pas ce que tu as fait ou te fait comprendre que ce n'est pas suffisant pour lui, ça peut faire énormément mal pour toi. Parce qu'inconsciemment, tu n'as pas simplement l'impression qu'on critique ton action là. Tu peux avoir l'impression qu'on remet totalement ta valeur en question. Et là, pose-toi une autre question. Les personnes qui sont autour de toi, sont-elles là pour ce que tu es principalement ou pour ce que tu leur apportes? Parce que je vais te dire la vérité, si tu dois constamment faire pour mériter l'amour ou la reconnaissance de quelqu'un, peut-être qu'il y a quelque chose à regarder là-dessus. Être généreux ne devrait pas vouloir dire s'abandonner. Donc si tu veux réellement prendre soin des autres, il paraît même logique d'apprendre d'abord à prendre soin de soi. Donc si tu veux donner de l'énergie, encore faut-il en avoir. J'accompagne une autre élève qui travaille sur quelque chose d'un peu différent, c'est la légitimité. Se sentir légitime de prendre soin d'elle, d'affirmer ce qu'elle considère comme juste, de faire certains choix pour elle-même, même lorsque certaines personnes de son entourage, notamment familial, ne comprennent pas forcément. Et là encore, on retrouve le regard des autres. C'est facile de dire je m'en fous du regard des autres. Mais lorsque ce regard est celui de ton père, de ta mère, ou celui de ton conjoint, ou de tes enfants, ou de quelqu'un dont l'amour compte énormément pour toi, ça c'est autre chose. Parce que derrière la peur du jugement, il existe aussi parfois quelque chose de beaucoup plus profond. La peur d'être incompris. Et derrière cette peur, il peut y avoir cette question de et si je montre réellement qui je suis, est-ce qu'on va continuer à m'aimer? Et là encore, d'où l'identité. Il y a ce que tu ressens profondément comme étant juste pour toi, et puis il y a cette ancienne version encore de toi qui sait exactement comment se comporter pour ne pas décevoir, pour ne pas déranger, rester acceptable et continuer à proprement appartenir à un groupe. Et c'est pour ça qu'aller vers soi peut être complètement contre-intuitif. On imagine parfois que travailler sur soi va immédiatement apporter de la paix. Pas forcément. Tu poses une limite et tu culpabilises d'avoir posé une limite. Tu fais quelque chose pour toi et tu te demandes si t'es pas devenu un peu égoïste. Tu assumes ce que tu penses et tu as peur d'être rejeté. Parce que tu commences justement à sortir d'un fonctionnement que ton cerveau connaît peut-être depuis 10, 30 ou 20 ans. Le cerveau préfère parfois le connu et c'est là que je fais une distinction importante entre survivre et vivre. Le cerveau possède des mécanismes extraordinaires pour nous protéger, anticiper, reproduire ce qu'il connaît, mais ce qui t'a permis de t'adapter à une époque de ta vie n'est pas forcément ce qui va te permettre de t'épanouir aujourd'hui, tu comprends? Donc si pendant 20 ans, plaire aux autres t'a permis de te sentir aimé, ton cerveau connaît parfaitement cette route, ce mécanisme. Donc si éviter le conflit t'a permis de te sentir en sécurité, il connaît cette route. Si toujours faire passer les autres avant toi t'a permis d'être reconnu comme quelqu'un de bien, il connaît aussi cette route. Alors lorsque tu commences à faire différemment, ton mental peut te donner l'impression que quelque chose ne va pas simplement parce que quelque chose est nouveau justement. Ça lui fait peur. Et ça arrive même aux personnes que j'accompagne les plus intelligents. Quelqu'un peut faire énormément de progrès, comprendre son fonctionnement, comprendre, commencer à se choisir. Puis une situation qui arrive, une critique, une situation familiale, une peur, quelqu'un que t'aimes qui te critique. Et là, je peux dire que l'ancienne programmation, elle revient. Mais ça, pour moi, c'est pas forcément un échec. Le plus important, c'est de devenir capable de le reconnaître lorsque ça vient. Parce qu'à partir du moment où tu peux l'observer, tu peux commencer à ne plus confondre avec qui tu es profondément. Le mental veut aussi que tout aille vite. Ça, c'est encore un autre piège que je vois énormément. Le mental exige des résultats. Et surtout, il exige des résultats qui arrivent exactement comme il les avait imaginés. Tu te poses des questions comme pourtant, j'ai travaillé sur moi. Pourquoi est-ce que ça revient encore? J'ai changé ça. Pourquoi mon corps n'a pas encore changé? Mais travailler sur soi, c'est pas remplacer une forme de contrôle sur une autre. C'est aussi apprendre à accueillir, à pardonner, à se pardonner. Mais aussi, on oublie à accepter qu'un schéma renforcé pendant des années ne disparaît pas forcément comme ça parce que tu l'as compris intellectuellement une fois. C'est aussi se laisser au temps au temps. Et à partir de là, tu arrêtes progressivement de te lever chaque matin en te demandant est-ce que j'ai enfin obtenu mon résultat? Tu commences plutôt à te demander qu'est-ce que j'apprends sur moi aujourd'hui? Pourquoi cette situation m'a autant touché? Pourquoi ai-je autant besoin d'être reconnu? Pourquoi ai-je peur d'être incompris? Pourquoi ai-je encore du mal à me choisir? Et là, tu n'es plus uniquement dans la recherche d'un résultat, tu es dans la connaissance de toi. Et si on ne cherchait pas un résultat, mais plutôt un état. Réfléchis à quelque chose. Pourquoi tu veux ce physique?
Pourquoi tu veux davantage d'argent? Pourquoi tu veux cette maison? Pourquoi tu veux cette voiture? Cette relation, cette reconnaissance? Parce que tu imagines que lorsque tu l'auras, tu vas ressentir quelque chose. Tu vas te sentir probablement heureux, reconnu, suffisant, en sécurité. Donc peut-être que depuis le début, tu ne recherchais pas simplement un résultat, tu recherchais un état. Et selon moi, c'est là où notre société, elle nous a énormément conditionnés. On nous a appris à chercher cet état à l'extérieur. Quand tu auras ça, tu seras heureux. Quand tu gagneras ça, tu seras quelqu'un. Quand tu auras ce physique, tu te sentiras enfin bien. Et quand les autres reconnaîtront ta valeur, tu pourras enfin reconnaître la tienne. Et je ne suis absolument pas contre le matériel, hein, je ne suis pas contre l'argent, au contraire, l'ambition, la réussite, ou le fait d'avoir un physique dont tu es fier. Le problème n'est pas d'avoir des choses. Le problème, c'est d'avoir besoin de ces choses pour savoir qui tu es. Parce que si ton bonheur est toujours attaché au prochain résultat, le présent devient constamment insuffisant. Il te manque toujours quelque chose. Et peut-être qu'une partie de ton stress vient aussi de là. Toujours devoir être suffisamment, je sais pas moi, beau, généreux, performant, apprécié ou reconnu. Et là, rappelle-toi de l'étude dont je te parlais au début de la vidéo. Lorsqu'on a menacé la valeur sociale des participants, on a observé davantage de honte, une diminution de l'estime de soi et une augmentation du cortisol. Alors, encore une fois, ça ne veut pas dire identité égale cortisol, mais ça montre à quel point ton rapport aux autres peut aller beaucoup plus profondément que ce que tu ne le penses. Pour moi, notre âme recherche quelque chose de beaucoup plus simple. L'amour, la lumière, la gratitude, la connexion, la paix. Elle cherche finalement à revenir sur ce que nous sommes profondément. Et c'est là que je vois presque un combat entre deux choses. D'un côté, ton être profond qui veut aimer, qui veut ressentir être en paix dans la gratitude, et de l'autre, tout ce que ton mental a enregistré. Il faut que je réussisse ça. Il faut qu'on me reconnaisse. Il faut que je possède ça. Il faut que je sois comme ça pour être aimé. Il faut que les autres valident ce que je suis. Et parfois, tu crois que c'est toi qui parles, alors que tu es simplement en train de rejouer une programmation. C'est pour ça que la connaissance de soi, elle est importante, elle est essentielle pour être heureux. Parce que si tu commences progressivement à distinguer de manière nette ce que tu veux réellement de ce qu'on t'a appris à vouloir, tu commences à reprendre possession de ton pouvoir. Et c'est aussi là qu'intervient la gratitude dans ma manière de travailler. Être dans la gratitude ne veut pas dire nier ce qui va pas. C'est pas dire ouais bah tout est magnifique alors que tu sais et tu perçois autour de toi que c'est difficile. C'est réussir à reconnaître ce qui est déjà là. Même lorsque tout n'est pas exactement aligné avec ce que ton mental avait imaginé, c'est revenir au présent, revenir vers toi, ramener ton énergie vers toi. Arrêter pendant quelques instants d'exiger que le monde extérieur devienne exactement comme tu le voudrais pour t'autoriser enfin toi à avoir la paix. Parce que là encore, le mental, il te dit, quand ça sera réglé, je serai bien. Quand j'aurai obtenu ça, je serai fier. Quand mon physique sera comme ça, je m'aimerai davantage. Et finalement, tu remets encore là ton état intérieur entre les mains d'un résultat extérieur. Dans mon approche, je ne peux plus travailler uniquement avec quelqu'un qui uniquement reste dans sa tête à analyser encore et encore ce qu'il ressent. À un moment, il faut savoir revenir dans le corps. Et c'est ce que j'enseigne. Il faut pouvoir bouger, transpirer, sentir. Et tu l'as probablement déjà vécu. Tu t'es complètement déjà mis dans ta tête, tu ruminais, tu es stressé, quelque chose t'obsédait. Qu'est-ce que tu fais? Bah, tu vas marcher, tu vas faire un tour dehors et 30 minutes plus tard, ton problème n'est pas forcément résolu, mais toi, tu n'es plus exactement dans le même état. Tu l'as remarqué. C'est presque comme un reset. Et c'est ça qui est important parce qu'on sait que l'activité physique peut réellement influencer notre humeur. Et c'est pas que spirituel, c'est aussi scientifique. Notre niveau d'anxiété et notre réponse au stress. La mise en mouvement du corps permet réellement de descendre le niveau d'anxiété et notre réponse au stress. Et dans ma lecture énergétique, je considère que le mouvement physique permet également de remettre l'énergie en circulation dans le corps. Et lorsque cette énergie recircule mieux, se remet en mouvement, tu peux aussi mieux accueillir ce qui te traverse émotionnellement au lieu de rester complètement enfermé dans le mental. J'aime beaucoup utiliser cette image. Emotion, emotion se prononce aussi energy in motion, l'énergie en mouvement. Dès que tu utilises le mouvement physique, finalement l'énergie se remet en mouvement et l'émotion est mieux accueillie. C'est pour ça que moi dans ma pratique physique, je n'utilise pas forcément que pour avoir un joli corps, mais vraiment pour faire rebouger, remettre en circulation ton énergie pour que l'énergie puisse être accueillie et que tu accueilles mieux tes émotions. Et pour moi, apprendre à maîtriser ton énergie vitale, ton ki, c'est pas simplement chercher à en vouloir davantage, mais c'est apprendre à observer où est-ce qu'elle va. Par le mouvement, par exemple. Est-ce que toute ton énergie part dans ton mental? Est-ce qu'elle va dans le regard des autres, dans ce que ta famille va penser, dans ce qui s'est passé hier, dans ce qui pourrait t'arriver demain? Ou est-ce que tu sens que tu arrives à la ramener vers toi, cette énergie?
Parce que maîtriser ton énergie vitale, ton ki ne signifie pas tout contrôler, tout maîtriser. Pour moi, c'est presque l'inverse. C'est devenir suffisamment conscient de là où ton énergie part pour pouvoir la recentrer lorsqu'elle se disperse. Et comment? Le mouvement, le souffle, le sport, la méditation, le travail du ki. Tout ça devient différentes portes permettant tout simplement de revenir vers la même chose, ton axe. C'est là que mon approche de la transformation physique change complètement. Tu travailles aussi sur celui que tu es derrière le physique, ton état interne, tes programmations, tes peurs, ton rapport aux autres, ta capacité à revenir vers toi lorsqu'on essaye de t'en éloigner. Tu sais, avec ce qui se passe en ce moment, les feux de forêt, tout ça, ça te met hors de toi. Comment tu arrives à faire en sorte de revenir vers toi? Dans ma vision énergétique, dans mon accompagnement, le corps physique, c'est la partie la plus dense de ce travail. Et je considère que la transformation intérieure finit toujours par se refléter dans la manière dont tu habites ton corps, la manière dont tu le traites et dans les comportements que tu répètes en bien. Mais tu ne le fais plus vraiment uniquement pour obtenir un résultat. Tu le fais parce que tu apprends à te connaître. Et le résultat physique peut devenir une motivation, mais n'est plus la condition nécessaire pour que tu sois fier de toi. Je vais te donner un exemple qui me concerne directement. Tu sais que je pratique la télékinésie, le fait de pouvoir faire bouger des objets à distance. Si j'avais dû attendre à chaque entraînement de voir l'objet bouger pour commencer à me sentir bien, à être fier de moi, franchement, je vais arrêter depuis bien longtemps. J'ai mis du temps avant de faire bouger des objets plus lourds. Il y a eu des séances où je pratiquais où je recommençais. Ça m'a obligé à comprendre quelque chose. Si j'attendais constamment que quelque chose bouge à l'extérieur de moi, pour me sentir bien à l'intérieur de moi, alors je donnais encore mon pouvoir au résultat. Comprendre que je pouvais être fier d'avoir tout simplement pratiqué, fier d'avoir persévéré, fier d'avoir continué, fier d'avoir été présent, alors que je n'ai aucune garantie derrière d'obtenir des résultats immédiatement. Aucun. Et c'est exactement pareil pour ton physique. Si tous les matins tu as besoin que la balance descende absolument chaque jour, que ton ventre soit plus sec chaque matin devant le miroir, ça te renvoie exactement l'image que tu attendais pour te dire ah, là maintenant je peux être fier de moi. Tu mets encore ton état intérieur au service de ce qui se passe à l'extérieur. Moi je te propose de renverser les choses, de renverser la vapeur. N'attends pas que le résultat soit là pour être fier de toi. Commence par construire intérieurement une personne dont tu es fier. Sois fier d'avoir pensé à toi alors que pendant des années, tu as toujours fait passer les autres avant toi. Sois fier d'avoir posé une limite. Sois fier d'avoir affronté une peur. Sois fier d'avoir reconnu un ancien schéma au lieu de simplement le subir une fois de plus. Et laisse le temps au temps. Si tu es arrivé jusqu'ici, tu comprends maintenant pourquoi je t'ai parlé au début de cette vidéo d'un secret anti-cortisol. Parce que j'ai changé chez moi, c'est pas simplement une habitude. J'ai changé ma manière d'habiter mon état intérieur. J'ai arrêté progressivement de vouloir obtenir quelque chose à l'extérieur pour enfin m'autoriser à ressentir quelque chose de l'intérieur. J'ai appris à davantage revenir dans mon corps, à utiliser des outils comme la musculation, le mouvement, à travailler sur ma respiration, à observer où part mon énergie, à travailler sur certaines croyances, à accepter que tout ne soit pas immédiatement comme mon mental l'avait décidé, et surtout à arrêter progressivement de conditionner ma paix et ma fierté à un résultat extérieur. C'est dans cette approche globale que j'accompagne mes élèves. Le sport, c'est pas simplement du coup là pour brûler de simples calories ou construire du muscle. Non, le mouvement remet le corps en action. Dans ma lecture, il remet l'énergie en mouvement pour que les émotions soient mieux accueillies. Le travail sur le ki, l'énergie vitale, permet de ramener ton attention et ton énergie vers toi au lieu d'être hors de toi. La méditation permet d'observer ce qui se passe à l'intérieur sans juger. Et le travail identitaire, qu'on voit au cas par cas avec mes élèves, permet progressivement de distinguer qui tu es de qui tu as appris à être. Parce qu'au fond, mon objectif, c'est pas simplement que tu termines un accompagnement avec un meilleur physique. Je veux que tu te retrouves surtout, que tu retrouves ton axe, que tu retrouves ton énergie, que tu puisses être généreux sans t'abandonner, ambitieux sans dépendre de tes résultats, capable d'aimer sans avoir constamment besoin de mériter l'amour, et surtout capable d'être fier de toi avant même que le monde extérieur te donne une raison de l'être. Et maintenant, je vais te partager ma passion que j'ai pour la physique quantique et le rapport qu'il y a avec cette solution anti-cortisol. Quand je regarde les travaux du docteur Guimand, Philippe Guimand, donc, qui a fait des travaux sur la physique quantique, d'après ses recherches, le physique n'existe pas, n'est pas fixé. À ce que j'ai compris,
L'état interne que tu vibres va t'orienter vers un futur possible. Nos pensées, nos émotions configurent le futur. C'est l'observateur qui joue un rôle pour sélectionner en dernier ressort la ligne de temps que nous allons vivre collectivement. En fonction de ton état interne, si tu cultives la gratitude ou le chaos, fera que ton futur sera plus axé vers l'amour ou, encore une fois, vers le chaos. Te rapprocher du corps plus aligné que tu as envie d'incarner dans ce corps physique. C'est maintenant le changement, pas demain, ni dans une heure, maintenant. Et dans ma lecture plus spirituelle, j'aime bien voir ce futur comme une potentialité vers laquelle je m'oriente. Je n'attends pas désespérément de devenir cette personne pour commencer à ressentir ce qu'elle ressent. Je commence aujourd'hui à cultiver certaines qualités de cette personne que j'aimerais incarner, puis je pose des actions qui sont cohérentes avec elle. En gros, je déballe le tapis. Et c'est là que revient une dernière fois la gratitude. En fait, ton état de gratitude te permet de te dire, je peux reconnaître ce qui est déjà là aujourd'hui tout en continuant à construire ce que je souhaite pour demain. Et peut-être que la meilleure manière de changer ton futur, finalement, c'est d'arrêter d'attendre le futur pour commencer à changer ton état aujourd'hui. Pour toi qui regarde encore cette vidéo et qui tend l'appel au plus profond de toi, je vais te dire quelque chose. Ce que tu choisis de penser là maintenant, de travailler et de vouloir transformer aujourd'hui peut changer ton futur en bien. Si tu t'es reconnu dans cette double identité, dans ce besoin de reconnaissance, dans cette peur d'être jugé, incompris, dans cette difficulté à penser à toi sans culpabiliser, ou simplement dans cette sensation qu'il y a quelque chose de plus profond à aller chercher en toi, tu as un lien qui s'affiche en haut à droite de cette vidéo avec le bouton i où il est écrit directement chaud. Je précise simplement une chose, je ne prends que les personnes qui sont réellement prêtes à s'investir. Parce que je peux t'accompagner, te partager mon expérience, mes outils, t'aider à avoir certains schémas et te donner ce qui me semble être le plus juste. Personne ne pourra faire ce chemin à ta place. D'accord? Si tu sens l'appel, il y a un bouton i qui s'affiche où il écrit directement chaud. Tu recevras ensuite quelques questions qui vont me permettre de comprendre où tu en es aujourd'hui, ce que tu traverses, ce que tu veux réellement transformer et surtout de voir si on peut réellement, toi et moi, travailler ensemble. Parce qu'au final, la question n'est même plus quand est-ce que ma vie va changer? La vraie question, c'est plutôt à quel moment est-ce que je décide réellement de revenir vers moi et de commencer à me construire? Maintenant ou demain? Ça, la réponse, elle t'appartient.